Je vais parler pour Stéphane Lebel et pour l'expérience marseillaise, mais même si je suis bordelais maintenant, je peux parler de l'expérience marseillaise. Alors, je ne suis pas, enfin ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça, mais pour la beauté du débat, et je crois que c'est important de débattre dans un groupe comme le nôtre, je vais être extrêmement direct. Je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La relation entre une cannulation artérielle et d'éventuelles complications neurologiques, voilà ce que j'en pense. Je vais vous le montrer, mais voilà ce que j'en pense. On va faire une étude sur la mortalité liée aux conditions de transport des patients vers l'hôpital. Donc, quand il y a un problème quelque part, on appelle le centre 15, et selon la gravité du patient, le centre 15, il va envoyer rien du tout, ou SOS médecin, ou une ambulance, ou le SAMU. Et puis on va faire une étude rétrospective sur 20 ans des complications chez les patients une fois qu'ils sont arrivés à l'hôpital. Je peux vous dire qu'il y a une sacrée relation statistique entre les complications neurologiques et l'utilisation du SAMU. Donc il ne faut pas utiliser le SAMU, parce que sinon ça fait des complications neurologiques. Quant à la notion qu'il faut passer le plus rapidement possible d'une cannulation véno-artérielle à une cannulation véno-veineuse parce que les complications sont liées à la durée de la cannulation artérielle, il n'y a aucune donnée qui puisse prouver ce genre de truc. J'irai même plus, si je veux aller plus loin, on vient de montrer que la ligature de la carotide protégeait l'hémisphère droit des embolies, donc il ne faut surtout pas enlever la cannule carotidienne. Bon, toute plaisanterie mise à part, bien entendu, le sujet est très très vaste. Et pour ce qui est de l'expérience marseillaise, il y a plus de 300 dans la base ECMO pédiatrique de Marseille. Et donc Stéphane Lebel, il s'est concentré vraiment sur la population néonatale, parce que c'est le plus important, parce que c'est bien entendu les plus fragiles, et parce que de toute façon, on voit qu'il y a une augmentation constante du nombre d'ECMO néonatales, comme vous le voyez sur cette présentation. C'est le nombre d'ECMO chaque année dans le registre et ça c'est sur les moins de 30 jours, sur les nouveau-nés. J'en profite pour transmettre à Stéphane, et bien entendu de ma part aussi, et remerciements au groupe, parce que ça, finalement, ça nous oblige à réfléchir un petit peu, à faire une pause, et c'est toujours une bonne chose. Alors, d'où ça vient le problème? Ça vient par exemple de ce genre de titre. Vous voyez, l'association de la cannulation de l'artère carotide aux lésions neurologiques chez les patients pédiatriques qui ont eu une ECMO. Un gros papier de 2014, vous voyez, qui reprend le registre de 2007-2008. C'est 3000 patients, 2977 ECMO véno-artériels. Et les nouveau-nés représentent 61% de cet effectif-là. Mais il faut dire que l'ECMO véno-artériel est extrêmement majoritaire dans ce groupe de patients. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans cette réflexion? Si je reprends ce papier qui a déjà été cité, c'est un papier donc de 2016, on voit qu'il y a, je prends mes notes comme le maire hier, c'est les notes de Stéphane, donc il faut que je fasse attention. Il y a 41% de survie, c'est 5000 nouveau-nés, et l'intérêt de ça, c'est que c'est une analyse vraiment des ECMO cardiogéniques, il n'y a pas les ECMO respiratoires. On voit qu'il y a une relation statistique très importante entre le fait qu'il y a une complication neurologique et le fait qu'on décède. Plus on est malade et plus on est malade. Il y a beaucoup de papiers dans la littérature comme ça. Donc effectivement, il y a une relation très forte entre les complications neurologiques et le décès. Et sinon, dans l'analyse multivariée, on va voir un certain nombre de choses. Ça reviendra après. Si on prend l'autre papier de 2013, là, qui a déjà été cité, c'est 7500 ECMO, 7200 nouveau-nés. On voit que l'incidence des complications neurologiques est plus importante dans le groupe des nouveau-nés. Dans le groupe des nouveau-nés qui ont une cardiopathie. Là aussi, plus on est malade et plus c'est grave. Pas de surprise, mais c'est important, ce genre de réflexion. Les autres étiologies, vous voyez, il y a 38% d'accidents neurologiques avec une cardiopathie. Vous en voyez le type qui est là, hémorragie et accident ischémique. Et il y en a que, pour les inhalations méconiales, par exemple, c'est 14%. Donc,
il y a une association statistique très forte entre la gravité, le décès, les complications neurologiques et le fait d'avoir une ECMO pour des causes cardiogéniques. On retrouve cette association entre les complications neuro et la surmortalité, et on voit apparaître là un certain nombre d'éléments qui sont, je pense, pertinents. Pourquoi? Quels sont les facteurs de risque d'avoir des complications neurologiques? Il y a l'âge, on en reparlera si vous voulez. L'âge gestationnel inférieur à 34, c'est pas petit quand même, hein, mais enfin c'est un sujet de discussion bien sûr. Le poids de 3,45, c'est pas mal aussi, hein, on aimerait bien que tous les nouveau-nés ils fassent 3,45. Et puis à l'arrêt cardiaque pré-ECMO, les bicards, le pH, et on retrouve la cannulation artério-veineuse. Et si on regarde dans le papier, on voit quand même que la cannulation artério-veineuse, ça a représenté 86 à 75% des patients. Donc l'immense majorité des patients. D'accord ? L'importance des conditions initiales dans la survenue de complications neurologiques, ça semble assez logique, on est d'accord. Hein. Rappelons-nous qu'avant l'ECMO, finalement, les enfants, ils faisaient un arrêt cardiaque, ils faisaient 2 arrêts cardiaques, ils faisaient 3 arrêts cardiaques. Il y en a qui survivaient, il y en a qui ne survivaient pas. Et ceux qui survivaient, ils avaient des complications neurologiques. Il n'y a pas besoin d'ECMO pour faire des accidents neurologiques. Ce papier hollandais, là, Rotterdam et Nijmegen, il est intéressant. Là, c'est très proche de l'expérience de Trousseau. C'est respiratoire pur, pratiquement. Hein, c'est pas du tout des cardiaques. C'est 677 nouveau-nés. Et pourquoi elle passe pas, mes diapos? Voilà. C'est 677 nouveau-nés. Le pronostic est meilleur. Les patients sont moins graves. Hein. On retrouve les facteurs de risque habituels. Le terme, le poids de naissance, les inhalations méconiales, qui font un petit peu moins de complications neurologiques à la différence des autres étiologies, mais je pense que c'est un peu à la limite de la significativité. Là encore, on a une analyse, c'est intéressant parce qu'il dans ce papier, il y a pas mal d'imagerie, là il faut vraiment le regarder. Il y a une analyse qui montre ce qu'on vient de dire, hein, et sur lequel on reviendra si vous voulez, la prévalence des accidents hémorragiques, un certain nombre d'accidents ischémiques, et là encore, la plupart des accidents c'est plus fréquent à gauche. Donc, on en revient à ça, à l'association entre la cannulation de l'artère carotide et les complications neurologiques. C'est une cohorte de 2007-2008, hein, ça fait quand même, je veux dire, l'ECMO, elle a beaucoup changé en 10 ans, hein, quand même, hein, d'une part. Et d'autre part, je vous rappelle que c'est exactement comme pour les gens qui font un arrêt cardiaque à la maison. La plupart sont pris en charge par le SAMU. Et vous voyez que dans cette étude-là, l'abord carotidien, il est largement majoritaire. Hein, vous voyez, c'est 1921 patients qui ont eu une cannulation carotide. C'est quand même pratiquement le plus du double des cannulations centrales, alors qu'il y a énormément d'ECMO pour cause cardiogénique. Hein. Et quand la surmorbidité neurologique qui semble indépendante de l'âge, vous voyez ce que ça représente là, c'est le gris. Et le gris, là, par rapport à les cannulations centrales et les cannulations carotidiennes, je ne suis pas sûr que ça passe cap multivarié méthodologiquement. Alors à Marseille. À Marseille, donc sur ces un peu plus de 300 ECMO, il a extrait 51 nouveau-nés, 2011-2016, donc c'est les 5 dernières années. Vous voyez ici donc, le terme, le poids de 2,2 kg à 4 kg. L'âge à laquelle l'ECMO a été mis, en moyenne, c'est 5 jours. Et vous voyez les causes. Donc c'est beaucoup plus divers que ce dont on vient de parler, hein, puisque vous voyez que c'est du post-cardiotomie, des hernies diaphragmatiques, de l'HTAP, des SDRA, inhalation méconiale qu'il a mis ensemble, et les causes diverses qui, en général, sont les plus graves, comme toujours. Alors, que dire? La cannulation, c'est véno-artériel, c'est l'ECMO véno-artériel dans 100% des cas, jugulo-carotidien. La durée moyenne d'assistance, donc vous voyez là, 154 heures. La survie globale à la sortie de l'hôpital, c'est 40% pour la série totale. Il y a 19 UMAC, donc plus du tiers de ces nouveau-nés ont été pris en charge à l'extérieur de l'hôpital. Il n'y a pas de cardiopathie congénitale dans la cohorte UMAC, mais il y en a beaucoup dans la cohorte globale, vous avez vu. La mortalité
La survie dans le groupe UMAC, c'est 48%. La survie dans le groupe non UMAC donc, semble plus faible. Il faut dire que dans un petit aparté, il a extrait les Norwood qui ont été cannulés au bloc, qui ont 100% de décès dans cette série. Donc si on exclut ce groupe, qui est une mortalité un peu extraordinaire, si on veut se comparer à d'autres séries, la mortalité globale de la cohorte est de 51%. Donc en gros, c'est 50%, et UMAC ou pas UMAC, c'est pareil. Les complications neurologiques, donc 30% des patients, des AVC hémorragiques, des AVC ischémiques, un tout petit peu plus ischémiques qu'hémorragiques par rapport à la littérature dont on vient de parler. Plus à gauche qu'à droite, comme vous le voyez, donc on est assez cohérent. Et puis, il y a un cas de leucome à la scie étendue, etc. C'est donc toutes les données de l'imagerie qu'il a récupérées. Qu'est-ce que ça donne? Il y a une liaison, bien entendu, à Marseille, comme dans le reste du monde, entre la mortalité et les lésions neurologiques. La mortalité dans ce groupe avec lésions neurologiques est de 60%. Et 80% de cette mortalité est intégrée dans un processus de limitation des thérapeutiques actives. Ça, c'est une autre particularité dont on reparlera, si vous voulez, qui me semble très important. L'ECMO, ce n'est qu'un moyen thérapeutique pour faire survivre quelqu'un qui serait mort autrement. Alors, on n'a pas toujours le temps de réfléchir, de même que vous, si je m'extrais du groupe des réanimateurs, vous n'avez pas toujours le temps de réfléchir quand il s'agit d'intuber quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque pour une cause respiratoire. Et puis après, il faut réfléchir. Mais c'est très important, je pense que c'est très important d'avoir en tête le fait que on fait une ECMO, et puis on fait le point, et puis à la limite, c'est plus facile d'arrêter des thérapeutiques actives quand on est à un tel niveau de soins. C'est plus difficile d'extuber un patient qui doit sa vie uniquement à la ventilation artificielle. Encore que ça se fait, mais là, on est à un tel niveau de soins que c'est plus facile. Sur le plan statistique, dans cette petite série marseillaise, en fait, la mortalité dans le groupe lésions neurologiques n'est pas statistiquement significative. C'est à peu près la même. Donc ça veut dire que surtout, on a mis un mot, on a regardé ce qui se passait, et puis on a arrêté quand les lésions neurologiques nous paraissaient trop graves. Donc, ce qu'écrit et ce que je lis Stéphane Lebel, donc après je rajoutais un petit mot, et la technique de référence, c'est l'ECMO véno-artérielle avec cannulation jugulo-carotidienne. Il ne se rappelle pas de défaillance respiratoire néonatale sans participation hémodynamique importante. C'est d'autant plus important dans l'UMAC. Il y a une distribution globalement homogène des lésions ischémiques et hémorragiques, mais il n'y a pas de protocole d'imagerie systématique, surtout avant 2013. Les conditions initiales d'installation de l'ECMO sont fondamentales pour le succès de la procédure. Pourquoi? Parce que dans cette période, je peux vous dire que l'UMAC avant 2011, c'était pas plus de 50% de survie sans complications neurologiques. Qu'est-ce qui a amélioré les choses? C'est pas la façon dont on cannule, c'est pas la façon dont on les soigne, c'est pas la façon dont on les décanule, c'est le fait qu'on était appelé plus tôt. C'est tout. Donc on peut discuter de la mise en place d'équipes ECMO dédiées et du UMAC dédié, on peut en discuter, mais il ne faut pas rêver non plus. Il y a bien entendu les stratégies d'anticoagulation, et ça à mon avis ça doit être au bout du compte, je prends le devant, mais la discussion de fin de ce débat du matin, quelle que soit la modalité d'ECMO, quand on voit que même si on met une ECMO centrale, on a des complications neurologiques, et que ces complications neurologiques, elles sont surtout à gauche. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on envoie des caillots. Où est-ce qu'on fait des caillots? Dans notre système extracorporel, au niveau des raccords, etc. On ne les voit pas toujours. On en voit souvent. Et il faut s'imaginer que ce qu'on voit, c'est probablement la partie très très émergée de l'iceberg. Je vous laisse discuter du big data. Commençons par des data déjà, puis après on pourra passer au niveau big. Et je termine donc avec cette diapo chirurgicale, c'est lui qui l'a mise, mais pour parler donc m'étendre un peu sur la reconstruction carotidienne.
Alors, il y a trois choses qui sont très importantes. La première chose, c'est que il ne faut pas penser qu'à l'artère. Hein. La veine, c'est important aussi. D'ailleurs, on y est passé rapidement, mais vous avez vu qu'un certain nombre de ces complications neurologiques, c'est des infarctus veineux. Si on parle que l'artère, et si on a le choix entre la réparer et la lier, quand on la répare, elle est normale 10 ans après dans 50% des cas, c'est déjà pas mal quand même. Hein, parce que au pire, quand elle n'est pas normale, ça veut dire qu'elle est liée, elle s'est bouchée. Mais beaucoup plus important que ça, il y a le fait que quand on décanule, il faut enlever les caillots qui se sont constitués dans le cul-de-sac supérieur avant de faire quoi que ce soit. Hein, parce que d'une manière ou d'une autre, on risque de les mobiliser. Et donc, il faut une petite Fogarty, et il faut Fogartiser, et on est étonné de voir ce qui sort. Et une fois qu'on a enlevé les caillots, qu'on voit qu'on a un bon reflux, eh ben on essaye de la réparer. Et si ça marche dans 50% des cas maintenant, ça marchera peut-être dans 70% des cas plus tard, et puis dans 80% des cas plus tard. Et puis quand ces gens ils auront passé 90 ans, dont la moitié du temps à fumer, et qu'ils auront bouché leur haute carotide, ils seront bien contents quand on les répare. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie. Merci Bernard, c'est jamais facile de faire le topo de quelqu'un d'autre à l'arraché comme ça, mais bon, comme tu étais impliqué dans l'expérience pendant des années, c'était quand même réalisable. Je voudrais juste souligner un point. Pour moi, le problème n'est pas tant le fait de canuler en carotide, c'est plus le fait d'être avec une ECMO artério-veineuse. Et donc, comme tu l'as bien souligné, c'est le risque permanent, si jamais il y a le moindre problème sur la coagulation, d'envoyer directement en systémique et donc en cérébral des caillots. C'est plus ça le danger de l'artério-veineuse que la véno-veineuse qui va passer par le filtre pulmonaire. Je pense que l'argument de base simpliste, il est là. La cannulation carotide bien faite, bien maîtrisée et ensuite bien réparée, elle est tout à fait souhaitable quand on en a besoin. Mais c'est vrai que si on peut l'éviter, ça paraît mieux. Et le point que tu soulignes sur la coagulation, il est majeur et que on se rend compte que au fur et à mesure des discussions, on est vraiment dans quelque chose dont la maîtrise est extrêmement compliquée. On joue sur plein d'éléments et que la moindre variation ou le moindre délai de prise en charge un petit peu trop tardif, des débits d'ECMO pas adaptés, une coagulation pas maîtrisée ou bien par manque de moyens, le moindre petit élément peut avoir des conséquences redoutables. Et je dirais que c'est d'autant plus redoutable qu'on est branché directement en systémique que si on est en véno-veineux. Mais bon, c'est on peut discuter. Un autre chirurgien qui va parler. Non, c'est juste une question. Je ne sais pas si vous avez la réponse parce que vous avez pris le topo d'un collègue. C'est une politique qu'ils ont décidé à Marseille de faire des VA pour tous les malades. C'est une décision. C'est une décision. Mais je ne pense pas que ça soit applicable dans les autres centres. Parce que si on a un patient... on ne parle pas pour tous les malades. Hein. Là, ce qu'on a étudié, c'est ce qu'il a étudié là, c'est la population 2011-2016 d'ECMO de moins de 30 jours. Oui. Hein, c'est une population extrêmement spécifique. Il y a beaucoup de véno-veineux à Marseille aussi. Mais dans cette population-là, depuis toujours, c'est moi qui l'ai mis en place, donc je peux en parler, hein, je pense que... quand un patient de moins de 30 jours avec des résistances vasculaires pulmonaires, la bile est élevée ou non, mais en tout cas la bile est à un niveau de gravité tel qu'il soit pulmonaire ou cardiaque qu'il faut le mettre en ECMO, le risque de décompensation cardiaque associé est extrêmement élevé. Donc, on est beaucoup mieux en les mettant sous ECMO véno-artériel et en le mettant rapidement. Ce qu'on vient de voir avant, c'est très intéressant parce qu'on voit que si on se met en ECMO véno-veineux et qu'on est obligé de switcher en véno-artériel, on reproduit le même problème d'attente que ce qu'on voit dans les séries avant la mise en place de l'ECMO. Et les complications, elles vont venir du moment où on décide de comment est le patient quand on va passer en ECMO véno-artériel. Or, il faut être lucide quand même. Hein,
Enfin, ce serait intéressant qu'on soit à discuter ensemble, non? Oui, oui. Ouais. Donc j'aimerais bien savoir, par exemple, on met un gosse de 2,8 kg en ECMO véno-veineuse. Ça se passe pas bien. C'est pas terrible. Mais c'est pas terrible. C'est jamais terrible au début. C'est pas terrible parce qu'il faut régler l'anticoagulation. C'est pas terrible parce qu'il faut régler les drogues. C'est pas terrible parce qu'il y a le priming. C'est pas terrible parce qu'il y a les problèmes techniques. C'est pas terrible parce qu'on a perdu l'artère. Il faut remettre l'artère, machin. Avant qu'on se dise on va switcher en véno-artériel, même si c'est, je veux dire, c'est quand même une grosse décision. Donc il va s'écouler du temps et le pH il dégringole et le machin, etc. Et de nouveau, il y a une souffrance qui s'installe. Donc là, vraiment, la politique, elle est comme ça. Et pour ce qui est, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur notre expérience, hein, puisque ça, c'est les dernières années. Mais par exemple, on a essayé de faire des UMAC pour des causes respiratoires pures, avec une fonction cardiaque qui nous semblait satisfaisante à Nice ou à Montpellier. On s'est mis à mettre une ECMO véno-veineuse. Et la première fois, on a mis une ECMO véno-veineuse, on a amené le patient, on l'a mis dans l'ambulance, on l'a remonté en réa, on est passé en véno-artériel, et puis après, on est reparti. Et donc, d'où ces décisions politiques. Après, toute décision politique, elle est critiquable, hein, mais c'est comme ça. Et je pense que, en tout cas, nos résultats ne sont pas pires que les autres. Ton raisonnement, finalement, c'est de se dire la première ECMO et le premier type d'ECMO à mettre, c'est du véno-artériel pour revenir à du véno-veineux si tout va bien. Et que le oui, ça oui. Ça oui. Ça, Dieu sait si certains nous poussent à ça. Mais oui, bien sûr. Mais je vois pas à quoi tu la réflexion là, c'est pas du tout pareil. Une fois que tout va bien en véno-artériel, on prend son temps, machin, etc. Et ça, parce que c'est sûr que, par contre, c'est une autre chose dont on pourrait parler, mais le sevrage d'un enfant de 2,2 kg, c'est des conditions extrêmement stupides. Hein. La limite thérapeutique entre le moment où on tourne trop lentement en ECMO et le débit maximum d'ECMO, c'est à la marge homéopathique. Hein. Donc ça veut dire on-off l'ECMO. Hein. Si l'ECMO a été mise pour des causes respiratoires, que tout va beaucoup mieux, mais que le poumon, c'est pas parfait, passer en véno-veineux, ça c'est intéressant. Ce qui fait que dans un certain nombre de cas, maintenant, ici, on se met en véno-artériel, mais avec une avalon et une machin. L'avalon étant utilisé comme veine. Et puis après, c'est très facile de passer, on peut à la limite, clamper et pariner la canule artérielle, passer en véno-veineux, et puis si ça ne marche pas, on relave la canule et on redémarre en véno-artériel. Oui. C'est vrai que la population néonatale, elle est vraiment particulière par rapport aux plus grands. Pour les ECMO respiratoires du nouveau-né, ce qui va nous embêter, ça va être l'HTAP. Cet HTAP qu'on a du mal à évaluer sous ECMO véno-artériel, ça complique quand même pas mal le sevrage de l'ECMO véno-artériel quand c'est une cause respiratoire. C'est quand même moins facile à évaluer la fonction pulmonaire. C'est sûr que pour les plus grands, les non-nouveau-nés, qui a une défaillance respiratoire seule avec une fonction cardiaque normale, sauf s'il y a une surinfection et un choc, hein, mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de dysfonction cardiaque sous ECMO VV. Donc en fait, ils ont une ECMO véno-veineuse qui est beaucoup plus simple à sevrer. Donc effectivement, on a l'impression que chez les nouveau-nés, il y a un risque. Le risque que finalement on ne contrôle pas l'HTAP sous ECMO véno-veineuse. Et est-ce qu'on court ce risque ou pas? C'est vrai que c'est une question qui est ouverte. Mais le sevrage est quand même, moi, à mon sens, c'est plus compliqué de sevrer le respiratoire quand on est ECMO véno-artériel. Ah oui. Tout à fait. Moi, je globalise le sujet. Et le problème, c'est que, en fait, tout est affaire de timing. D'une part, pour décider de mettre un malade sous ECMO, quel que soit le mode qu'on va choisir. Et d'autre part, lorsqu'on est obligé de faire des conversions, de transformer, de rajouter soit une canule artérielle ou à l'inversement de dégrader, comme tu le dis, en effet, c'est très juste, un sevrage respiratoire, on a besoin d'avoir un VD qui fonctionne de façon à pouvoir l'apprécier. Et donc, là aussi, c'est le moment bien déterminé. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de rigueur, à la fois sur les données gazométriques et écho. Et comme tu le dis,
l'artère qui marche pas, ben, elle doit marcher. Voilà. Donc on n'a pas le droit de reporter nos décisions pour des raisons techniques. Donc c'est dans ce sens-là que notre ECMO pédiatrique est beaucoup plus dure, beaucoup plus exigeante, je crois, que ce qu'on fait chez les adultes. Donc c'est plus de réflexion, plus de protocoles et puis des décisions qui se prennent dans le bon timing. C'est ça, pour moi, c'est la difficulté principale et c'est un peu comme ça que je vois l'amélioration et les progrès à venir. Parce que dans les cas cliniques qu'on a vus tout à l'heure, c'est là où c'était très intéressant et c'est ce qu'on voulait entendre, c'est que il y a eu des petites choses qui sont passées, il y a eu des retards, il y a eu des absences d'informations. Par exemple, ce que dit Mirella, quand finalement la SVO2 n'est pas calibrée, ben, on ne sait pas comment on a navigué réellement pendant un moment dans la CEC. Il y a des prises de décision qui sont tardives. L'histoire de Bordeaux sur l'UMAC, sur le patient qu'on va chercher dans l'autre service, en fait, c'était une ECMO beaucoup trop tardive. Enfin, à chaque fois, on se rend compte que les accidents naissent d'un manque de rigueur initiale. Quoi. Vous avez participé, là, que on ne soit pas les seuls à discuter. Vos impressions? Bon, allez, on va s'arrêter là. Et puis, encore une présentation, et après, je vous promets, on s'arrête, on fait une pause. Puis même si vous en avez marre, il y a du café, il y a des choses derrière, vous pouvez bouger pendant les présentations, c'est pas grave. Et encore une présentation, là, on va rentrer vraiment dans la neuropédiatrie.